notre émission Rayon de Soleil présentée par Toufik des Amis de l'Algérie. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Houssine Mardi. Bonjour Houssine. Bonjour. Ancien vice-président de la Sonatrach qui a écrit Histoire secrète du pétrole algérien aux éditions La Découverte. Je suis accompagné dans cette émission des intellectuels et membres de notre association des Amis de l'Algérie à Rennes. Je cite Gilles Munier, journaliste indépendant, auteur de Les Espions de l'Or Noir aux éditions Koutoubia. Bonjour Gilles. Bonjour. Et Ben Issa Yourid, qui est un Algérien vivant à Rennes. Bonjour. Bonjour. Et sans oublier bien sûr des membres de l'association, je cite Mathieu Giroux qui est à la technique. Il va y avoir aussi deux membres de l'association des intellectuels, donc Nadia Ragonet et Gérard Prémel qui seront présents d'ici peu. Donc nous allons commencer notre émission avec le livre sur l'histoire secrète du pétrole algérien. Donc quand on parle de difficultés ou de conflits internationaux, on murmure toujours le mot pétrole comme s'il était devenu synonyme de génie malfaisant, écrivait Pierre Fontaine. Et c'est de ce pétrole et des hydrocarbures que nous allons parler avec notre invité. Houssine Mardi, tous les graves événements de ces dernières décades et ceux que chacun sent confusément peser sur le monde peuvent aisément s'expliquer par les batailles secrètes ou publiques pour la possession des sources pétrolifères éparpillées sur le globe terrestre. Est-ce que c'est votre analyse? Bien sûr, le pétrole, c'est la sève de l'économie. Hein. C'est grâce au pétrole que fonctionnent des usines, que roulent des camions, que volent des avions, que voguent des navires, y compris, bien entendu, des chasseurs bombardiers ou des sous-marins, donc des avions ou des bateaux de guerre. Et par conséquent, ceci démontre que le pétrole est une matière stratégique. Et pour le pétrole, il y a des guerres. La dernière en date que l'on connaît, c'est celle de l'Irak, hein, où le président américain George Bush voulait tout simplement s'accaparer du pétrole irakien. Et ça a donné le résultat que l'on connaît, la situation actuelle de l'Irak. Dans votre livre que la principale richesse de l'Algérie, son pétrole et son gaz, n'est plus source de bonheur pour son peuple. Vous poursuivez que la volonté d'accaparement de la rente pétrolière par ses dirigeants a plongé des pans entiers de la société dans la misère, tandis que les jeunes n'ont qu'une envie, quitter le pays. Pour comprendre comment l'Algérie en est arrivée là, il est essentiel de connaître la dimension la plus ignorée de son histoire contemporaine, celle de son pétrole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? La rente pétrolière algérienne constitue l'assise du régime. Hein. C'est grâce à la rente pétrolière que le régime actuel qui dure quand même depuis une quarantaine d'années, se maintient au pouvoir. Hein. Et c'est grâce au pétrole, ils utilisent la rente pétrolière pour acheter des consciences, pour acheter des soutiens aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Lors des élections, il est connu qu'en Algérie, on distribue des centaines de milliers de dollars pour acheter des voix. Il est connu que les Algériens financent des partis politiques à l'étranger, que les partis algériens financent des mouvements divers et variés. Et la rente pétrolière relève du contrôle exclusif d'un groupe très restreint de personnes au sein du pouvoir algérien, et ces gens-là font ce qu'ils veulent, tout simplement du pétrole. Alors certes, le régime algérien finance, tout au moins subventionne un certain nombre de produits de base pour permettre un peu au peuple de profiter plus ou moins de cette rente, mais en réalité c'est simplement de la corruption à grande échelle. C'est comme ça que j'interprète ça. On achète le calme du peuple, la paix sociale, en prenant des décisions comme celle-là, et ceci grâce à la rente pétrolière. Vous avez participé comme jeune ingénieur à la création de l'entreprise algérienne des pétroles, la Sonatrach. Comment les premières découvertes d'hydrocarbures sahariens, je cite en 1956, ont conduit la France à prolonger de plusieurs années la conclusion de la guerre d'indépendance? Et quels sont les dessous de la collaboration conflictuelle entre l'Algérie et la France?
Le pétrole algérien a été, la première découverte a eu lieu en janvier 1956 à Edgelé. Et ensuite, en juin 1956, on a découvert à Sidi Saoud, et un peu plus tard, c'était à Sirman. Bon, dès la première découverte, il y a eu un changement fondamental dans la politique française vis-à-vis de l'Algérie. Non seulement les négociations qui étaient prévues à ce moment-là déjà entre le gouvernement français et le FLN ont été totalement oubliées. À ce moment-là, comme disait M. Mitterrand, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, la seule négociation, c'est la guerre. Donc ça, sur le plan militaire, je dirais. Sur le plan politique, la décision la plus importante qui a été prise, c'est celle d'essayer de séparer le Sahara du reste de l'Algérie. Et on a créé donc un organisme qu'on a appelé l'OCRS, l'Organisation commune des régions sahariennes, qui était, dit-on, un organisme à but économique, mais en réalité c'était beaucoup plus que cela. Et il y a eu une loi spéciale qui a été passée un an plus tard, en 1957, qui a transformé ce que l'on appelait auparavant les départements du sud saharien en provinces sahariennes de la France. Donc le Sahara ne faisait plus partie de l'Algérie, et d'ailleurs, même dans le langage de tous les jours, on ne parlait plus d'Algérie, mais on parlait d'Algérie du Nord. Donc, ce qui suppose qu'il y avait une deuxième Algérie qui est l'Algérie du Sud. Hein. Il y a eu également la création d'un ministère du Sahara. M. Max Lejeune a été le premier ministre donc, du Sahara. Par conséquent, même la gestion politique du Sahara ne relevait plus du gouverneur général de l'Algérie de l'époque. Il relevait d'un ministère indépendant. Ensuite, quand il y a eu, toujours dans cette optique de séparer le Sahara du reste du pays, quand il y a eu des tentatives, enfin, des premiers contacts pour mener des négociations, chaque fois les négociateurs ont buté sur cette question du Sahara. Il y a même eu une proposition plutôt loufoque, je dirais, à l'époque. Le gouvernement français était disposé à accorder l'indépendance à l'Algérie du Nord, le Sahara restant français, et pour transporter le pétrole, à l'époque il y avait un seul oléoduc, celui qui allait sur Béjaïa, depuis Sidi Saoud. Donc il était question de créer une sorte de couloir large d'un certain nombre de kilomètres, à l'intérieur duquel passait cet oléoduc. Cette partie continuait à relever toujours de la France, et à droite et à gauche, enfin à l'est et à l'ouest de ce canal, il y avait deux provinces, en gros, mettons le Constantinois avec grosso modo la moitié de l'Algérois, et l'autre moitié de l'Algérois avec l'Oranie. C'était ça l'Algérie. Et il a fallu attendre le 5 septembre 1961 avant que le général de Gaulle déclare officiellement lors d'une conférence de presse que le Sahara était partie intégrante de l'Algérie. Et à ce moment-là, les choses sont allées très vite. 6 mois après, il y a eu la signature des accords d'Évian et donc la fin de la guerre. Donc, je dirais que la guerre a duré probablement 6 années supplémentaires, précisément à cause de la découverte du pétrole. Alors les conséquences, ça a été bien sûr beaucoup plus de morts des deux côtés, des destructions, et puis surtout en ce qui concerne les Algériens, l'arrivée au pouvoir des généraux, qui n'étaient pas des généraux à l'époque, les chefs militaires de l'armée de libération nationale, qui ont pris le pouvoir, et depuis, c'est l'armée qui détient le pouvoir en Algérie jusqu'à aujourd'hui. Si vous avez des questions... Oui, concernant l'arrivée des militaires au pouvoir, bon, il y avait quand même les wilayas, et dans les wilayas, il y avait des chefs militaires. Bon, effectivement, il restait peut-être beaucoup moins, étant donné la guerre. Il y avait eu beaucoup de victimes, étant donné il y avait également la barrière Chal et l'autre du côté de la Tunisie, ce qui fait qu'il y a évidemment les fameux militaires en question qui étaient à Oujda ou ailleurs. Finalement, il n'y avait pas tellement de passages. Ils étaient plutôt
des gestionnaires de l'armée des gestionnaires de l'armée de l'extérieur et les bénéficiaires finalement des livraisons d'armes que parfois que difficilement les maquisards ne disposaient pas. Mais derrière cette opération des militaires, d'une part contre le GPRA, suivie par la France, est-ce que vous ne pensez pas que la France a joué quand même un rôle pour donner plus de préférence le pouvoir à ces militaires ou de les laisser faire, alors que quand même il y avait eu des négociations avec des chefs de maquis ou des contacts avec le GPRA? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne connais pas cet aspect de la question. Est-ce que le gouvernement français de l'époque, est-ce qu'il avait des arrière-pensées à savoir choisir entre traiter avec les civils ou traiter avec les militaires? Ça, je ne le sais pas, mais néanmoins, sur le terrain, c'est bien ce qui s'est passé. C'est bien les militaires qui ont finalement, bien que les négociations, enfin à Évian, ce n'était pas les militaires qui négociaient, c'était quand même le GPRA qui a négocié. Mais une fois qu'il a fallu mettre l'accord en application, c'est-à-dire à partir de juillet 62, il est arrivé ce qui est arrivé, comme on le sait. Auparavant, il y avait eu le congrès de Tripoli, au cours duquel ce que l'on appelait le CNRA, qui était un peu c'était le parlement de la résistance de l'époque. Le GPRA a été pratiquement destitué, il a perdu tous les pouvoirs. Donc ça, c'est ce qui s'est passé sur le terrain. Maintenant, quelles étaient les arrière-pensées du gouvernement français, ça, je ne les connais pas. Oui, parce que finalement, c'est quand même Bouteflika qui est allé rencontrer dans les prisons les choix, enfin, envoyé par Boumedienne, d'une certaine façon, choisir, disons, le plus arrangeant des prisonniers historiques algériens. Donc, on a dit, il avait contacté Boudiaf, qui lui avait refusé. Et ensuite, Ben Bella, peut-être ne demandait que ça, qui avait accepté. Parce que moi j'habitais, à l'époque, j'étais jeune, mais j'habitais au Maroc. J'avais habité à Oujda, je ne fais pas partie du clan d'Oujda, mais j'habitais à Rabat à l'époque. Et l'opération, telle qu'elle avait été présentée par le gouvernement marocain, organisée, etc., parce qu'il y avait un monde fou pour accueillir les prisonniers, c'était Ben Bella et ses compagnons. Les autres, personne ne savait qui. Enfin, je veux dire, on ne donnait quasiment pas le nom des compagnons, mais c'était quand même Ben Bella qui était mis en avant. Et on sait quand même aussi que Hassan II, d'une certaine façon, ne faisait rien en concertation quand même avec la France. Donc, monter ce personnage-là, il y avait bien quelque chose derrière, une opération politique. En tout cas, du côté algérien, le choix de Ben Bella s'explique par le fait que lui-même était extrêmement ambitieux et rêvait d'occuper ce poste. Il ne faut pas oublier que Ben Bella était un peu un élève de Nasser, du colonel Nasser, et il se voyait un peu occuper un poste équivalent en Algérie. Et comme vous le disiez vous-même, Boumedienne, quand il a dépêché Bouteflika pour aller contacter donc les chefs qui étaient les chefs de la Révolution, qui étaient en prison, il y en avait deux qui, de mon point de vue, et je pense c'est un peu l'avis plus ou moins général en Algérie, qui étaient certainement plus compétents et mieux à même de prendre les choses en main, Boudiaf et Aït Ahmed. Mais c'est des gens à principe et qui n'ont pas voulu prendre le pouvoir simplement parce que l'armée les avait désignés. Alors que par contre, Ben Bella, qui lui n'attendait que ça, il a sauté sur l'occasion. Effectivement, il y a des rumeurs. On dit que Ben Bella était le candidat de la France également. Je ne sais pas. Je ne sais pas est-ce qu'il était réellement le candidat de la France. Ça, je n'ai pas de preuves. Je n'en suis pas totalement convaincu non plus. Donc voilà ce que je peux dire. Non, parce que moi, quand je disais quel est le jeu de la France là-dedans, c'est parce que déjà autour de Boumedienne, il y avait ce qu'on a appelé ensuite le Parti de la France, c'est-à-dire des militaires, des gens qui avaient déserté à la dernière minute et qui étaient là, dont certains, le dit-on encore aujourd'hui, ont certainement déserté sur ordre. Et quand même, c'est des gens qui ont pris ensuite une importance
une importance politique dans le jeu algérien. Donc c'est pour ça que je dis quel était le jeu de la France, parce que Boumedienne aussi, il était bien conscient qu'il ne pouvait pas tout faire, et donc il fallait quand même avoir un rapport, même si c'est un rapport conflictuel, avec l'ancienne puissance coloniale. Oui, ça effectivement, c'est ce qu'on appelle les DAF, les déserteurs de l'armée française, et effectivement, ils sont assez nombreux et assez puissants. Et on les a vus, enfin, ils ont pris le pouvoir à l'arrivée de Chadli Benjedid. C'est surtout à ce moment-là qu'ils se sont affirmés et qu'ils ont pris totalement le pouvoir. Ce que l'on sait également, c'est que Boumedienne a essayé de les utiliser. Et il faut dire que la politique menée par Boumedienne consistait à diviser pour régner. Hein. Donc il a joué un peu avec tous les clans, pas uniquement au sein de l'armée, mais même sur le plan politique. Il flirtait avec les communistes, il flirtait avec les islamistes, les traditionalistes à l'époque, et il flirtait également avec les nationalistes pur jus, je dirais. Donc il a essayé d'établir une sorte d'équilibre entre tout ce monde-là. Il savait effectivement à qui il avait affaire. Hein, certains qui sont connus de tout le monde et que lui connaissait. Évidemment, lui savait manipuler ce monde-là. Quand par la suite, on a eu un président qui est arrivé qui, lui, n'avait pas les capacités de gestion de Boumedienne, les choses ont pris une tournure complètement différente.